Donc, avant de commencer mon intervention, j'aimerais revenir sur le contexte international qui nous préoccupe tous et dont je ne peux faire fi en regard de mes objets de réflexion. Vous l'avez dit, le sionisme, son histoire, l'histoire du judaïsme et la démocratie dans le monde et en Israël tout particulièrement. Le terme sionisme est aujourd'hui un mot extrêmement mal employé, souvent dévoyé, dans certains milieux détournés et employé comme une insulte pour disqualifier toute réflexion incluant cette notion. Dans certains milieux dits d'extrême gauche, il est même nazifié, ce qui n'est pas innocent au regard de l'histoire juive. Comment le monde et une certaine partie du monde intellectuel et militant peut-il s'enflammer à ce point sur cette question? D'où vient cet emportement? De quoi est-il le nom? Ce sont des questions qu'on ne peut pas ne pas se poser aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un véritable souci pour le sort des Palestiniens dans cet emportement, mais dans ce cas, c'est un souci bien sélectif, eu égard à tous les conflits et à tous les peuples actuellement vulnérables dans le monde, sans ne rien dire qu'aucune voix dans ces milieux ne s'élève pour rappeler la vulnérabilité d'Israël en tant qu'État, sans cesse attaqué sur son territoire depuis sa création. Ces choses peuvent choquer certains, mais si elles ne sont pas énoncées ici, où le seront-elles? Je dois dire qu'il est très rare pour moi, extrêmement rare, de prendre la parole en tant qu'Israélien et de pouvoir m'exprimer sans être interrompu, molesté, accusé ou insulté. Et c'est pourquoi je remercie mon hôte, mes hôtes, pour votre invitation à m'exprimer aujourd'hui sur ce sujet. Alors, quelques mots pour commencer. L'État d'Israël renferme en lui quelques-uns des paradoxes les plus difficilement solubles et des espoirs les plus importants de la modernité en général et du XXe siècle en particulier. Tension entre religion et sécularisation, entre progrès et tradition, entre l'Europe et le monde oriental, juifs et arabes d'ailleurs, ainsi qu'entre juifs orientaux et arabes, entre les trois religions monothéistes, et à travers l'État d'Israël, la tension entre l'Europe et l'Amérique, entre un certain protestantisme et un certain catholicisme, entre le christianisme et l'islam. À quoi il faut ajouter que l'État d'Israël aura représenté un des lieux, parfois même le seul, d'accueil de ces innombrables vies mutilées au lendemain de la Shoah et des siècles de pogroms. On ne le dira pas assez, au moment où les portes du monde entier se ferment pour les réfugiés juifs après la Shoah, à quelques exceptions près, seuls les sionistes en devenir et par la suite l'État d'Israël accepte de les accueillir. De plus, l'avenir même de l'État d'Israël est intrinsèquement lié et apparenté à la tension entre les idéaux et les fondements politiques de l'Europe, le judaïsme européen et sa décimation dans la Shoah, ainsi qu'à la relation étroite et problématique entre l'Europe, le judaïsme d'Afrique du Nord, la colonisation et les effets de la Shoah sur les Juifs d'Afrique du Nord. Le sioniste que je suis, et ça me paraît honnête de l'affirmer ici, prétend parler depuis la plus ample saisie possible de notre situation actuelle, de la situation d'Israël, de la situation des Palestiniens, depuis la plus grande fidélité à une certaine idée du sionisme, et donc depuis une idée du sionisme, je le dis tout de suite et je l'expliquerai, aussi dégagée que possible des idéologies rigides et sectaires, et donc depuis un clair discernement du contexte historique catastrophique vécu par les Juifs au XVIIIe, XIXe, XXe siècle, précipitant la naissance de cette idée et de l'État qui en est issu. Depuis une claire conscience du bien fondé, de la nécessité de la fondation de cet État, de tout ce qu'il pouvait représenter de protection et d'assistance concrète et réelle, d'espérance pour ce peuple détruit par des millénaires de persécutions.
C'est en tant que sioniste, donc, que je comprends et revendique la création de l'État d'Israël comme lieu de refuge, d'abord et avant tout, pour une minorité persécutée, avant, et je m'expliquerai là-dessus, tout récit grandiose de retour à soi et à sa patrie d'origine, donc refuge plus légitime, plus justifiable et plus juste politiquement que tout récit de retour à soi, à la soi-disant origine. C'est en tant que sioniste, si vous voulez, que je revendique donc une responsabilité politique et plus qu'une certaine normalisation, un terme sur lequel il me faudra de revenir, c'est un des termes clés du sionisme, sans la nier ou la dénier, un surplus d'engagement démocratique avant toute mystique nationale nourrie de tragique. Je n'ignore nullement, ce serait très naïf, ni ne fait comme s'il n'y avait pas de tragique dans l'histoire, ou encore que les tragédies historiques ne seraient pas de vivier de mystification nationaliste. Et c'est encore en sioniste que j'avance la nécessité de penser une responsabilité face à l'histoire avant de se laisser prendre au jeu des retours à une origine protégée ou soi-disant protectrice. Avant de se laisser donc happer, bercer et finalement de s'embourber dans des logiques historiques du tragique, des récits de relève et de résurrection nationale dans l'histoire. Aujourd'hui, donc, la responsabilité du sioniste, à mon avis, face à l'histoire, est d'abord de veiller à ce qu'Israël ne sombre pas dans les dérives originaristes les plus pernicieuses et nuisibles, ne se complaise pas dans des récits identitaires, religieux ou nationalistes, ni dans les récits de tous ceux qui prétendent sauver Israël par les logiques de rédemption ou de salut, qu'ils soient d'ailleurs juifs ou chrétiens. Cette responsabilité consiste à proposer des pistes, les pistes et les trajectoires d'un nécessaire renouvellement du sionisme lui-même. Alors, le contenu de mon intervention vient d'un livre, Le dernier des sionistes, vous l'avez dit, publié au Lien qui libère en 2021. Je voudrais vous dire quelques mots sur la naissance de ce livre. Voici comment ce livre est né. J'avais d'abord publié en 2019 une lettre ouverte aux amis d'Israël, une expression de l'histoire sioniste, où je disais en résumé, ou en résumant beaucoup, si vous aimez vraiment ce pays, c'est-à-dire si vous prétendez assumer l'héritage des générations passées et que vous souhaitez le poursuivre, si vous êtes attaché à tout ce qu'Israël apporte à la condition juive, une distance des plus critiques et des plus urgentes s'impose avec la politique de son gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahu. Si vous tenez à ce pays, marquez vos réserves quant à la dérive identitaire, nationaliste, théocratique de son gouvernement, au nom de la plus grande fidélité au projet sioniste et du plus profond attachement à la continuité du judaïsme. Israël et le sionisme ont encore quelques cordes à leur arc, et ne sont pas réductibles à cette alliance nationaliste religieuse actuelle, parmi lesquelles cordes, entre autres choses, un idéalisme vulnérable, une virtuosité du compromis, un mélange judaïque bien singulier d'enracinement et d'abstraction, d'attachement au lieu et d'errance dans le désert, des forces exceptionnelles de résilience, un ancrage historique incomparable, ainsi qu'une véritable inventivité culturelle et technologique. Toutes ces caractéristiques perdurent malgré les forces de désintégration et de fragmentation du nationalisme religieux qui semble prendre le dessus aujourd'hui. Il reste donc au sionisme au moins autant de cordes à son arc que la modernité, la pensée critique, la démocratie et l'expérience juive, qui est encore autre chose, surtout si le sionisme est compris comme une idée, ce que, un petit peu mon projet, hétérogène et autre que toutes celles déjà réalisées. Il existe bel et bien un sionisme qui excède la figure dominante aujourd'hui. En fait, je posais la question, comment être sioniste et ne pas s'opposer radicalement à Netanyahou, à ses politiques antidémocratiques et à ses manipulations de l'histoire juive et des traumatismes des Juifs.
2 ans après ce texte, un éditeur français, Les Liens qui libèrent, m'a demandé d'élargir l'appel de la lettre et d'en faire un livre. Il est devenu une interrogation plus poussée sur l'avenir du sionisme, sur ce qui en reste, et je le dis, ce qui en reste n'est pas rien. Le dernier des sionistes est paru en 2021. À ce moment-là, la contestation politique en Israël était encore à ses débuts. On en parlait comme de la contestation dite de Balfour. C'est le nom de la rue ou du quartier de la résidence de Benjamin Netanyahu. Elle annonçait déjà un certain renouveau du sionisme qui allait se manifester dans toute sa vigueur et toute son énergie dans la grande contestation de Kaplan. Kaplan, c'est une grande artère à Tel Aviv où on manifeste toutes les semaines, voire en ce moment tous les jours, des dizaines et des dizaines de milliers de gens, voire des centaines de milliers. Donc, grande contestation de Kaplan suite au retour de Netanyahou au pouvoir. C'est, dit-on, la plus grande manifestation de l'histoire moderne d'Israël. Mais c'est surtout le cri, encore trop partiel peut-être, diraient certains, de la révolte éthico-politique d'une partie de la population israélienne. Cri désormais impossible à ignorer pour quiconque se préoccupe de l'avenir de cette société. Depuis la parution du dernier éditioniste, il y a eu le gouvernement Bennett-Lapid-Abbas. Abbas est un fondamentaliste musulman arabe israélien, palestinien israélien, ceux qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur, je dis bien fondamentaliste musulman, qui s'est allié au centre et à la gauche israélienne et à la droite israélienne anti-Netanyahou pour former un gouvernement. Il y a eu donc le gouvernement Bennett-Lapid-Abbas, le retour du grand fossoyeur du sionisme, Benjamin Netanyahou, comme je l'appelle et comme nous sommes très nombreux à l'appeler aujourd'hui, et désormais, il y aura eu, sous le règne de Netanyahou, la toute singulière catastrophe du 7 octobre 2023. Est-ce que cela veut dire que le propos du dernier des sionistes demeure intact après ces 2 derniers événements ? D'une certaine manière, oui, dans la mesure où ce livre, et ça c'est très important pour moi, et peut-être qu'on pourra en parler aussi, est travaillé par une seule chose, la question de la singularité, et la singularité de chaque événement, la singularité de chaque contexte géopolitico-historique, je le dis tout de suite, c'est quant à moi le grand impensé de l'extrême gauche, quelle qu'elle soit, la singularité, et par le sionisme qui vient. L'avenir étant par définition imprévisible, irréductible à quelque présent, à quelque figure particulière que ce soit, tout reste à faire, tout peut encore se faire, autrement dit, cette ouverture de l'avenir, il nous faut la rechercher, c'est ce que je fais, sans cesse, dont tout ce qui arrive survient, advient en Israël-Palestine, dans la région. Mais reconnaissons-le, et je le reconnais tout de suite, tout cela ne va pas de soi. Le retour de Netanyahou marque une volonté organisée politiquement de saboter de l'intérieur la démocratie libérale et l'enfoncement d'Israël dans le tournant antidémocratique. Il engage, comme aucun autre moment politique de l'histoire d'Israël, la volonté d'étouffer la critique de ceux qui croient encore possible de transformer la société et de repenser le monde juif et son rapport à la politique, à l'histoire, à l'humanité, à l'aune de la modernité et du monde contemporain. Netanyahou dispose du mode d'emploi pour manipuler la société israélienne à travers ses peurs, ses hantises transgénérationnelles, ses traumatismes, sa psyché fracassée. Or, rien n'est plus facile et destructeur que de réduire les Juifs à leurs blessures fondamentales. Je ne dis pas que cette blessure se soigne aisément. Je ne dis pas qu'on possède le savoir, le cadre théorique pour refermer la faille. Je ne dis surtout pas qu'il faut aller de l'avant et la surmonter. Je ne fais pas partie de cette tradition philosophique-là. Je dis que le sionisme doit tout faire pour l'affronter sans jamais en faire une chose du passé. On doit poursuivre la marche avec la faille au ventre.
à partir de la faille, avec la faille, en gardant la faille en nous et en regardant le monde à partir d'elle. S'il est vrai que Netanyahou paralyse beaucoup d'Israéliens dans la peur, il reste de nombreux Israéliens à faire preuve de lucidité, de courage et de faculté à se renouveler. Ne nous faisons aucune illusion, ce qui est en jeu en ce moment même en Israël, et ce sera l'héritage de Netanyahou et des siens, c'est la survie de la liberté politique. Le retour de Netanyahou aux commandes du pouvoir sera aussi désormais associé au 7 octobre. Bien que les mots nous manquent encore pour identifier ou saisir cet événement, à supposer qu'on saura le faire un jour pleinement, il marque une rupture historique sans retour. Comme le disait Derrida, d'un autre événement nommé par sa date seule, la brièveté, je cite Derrida, la brièveté de l'appellation 9-11, en l'occurrence, 9 novembre, ne tient donc pas seulement à une nécessité économique ou rhétorique. Tout a changé depuis le 7 octobre et l'avenir continuera d'être travaillé par cet événement. On ne peut pas sérieusement penser qu'il est simplement derrière nous et qu'il n'aura pas de répercussions sur ce qui vient. Et peut-être ce qui vient est bien plus grave encore. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons vécu un événement incomparable. Les traumatismes et les souffrances viendraient donc aussi de l'avenir et non pas uniquement de ce qui s'est passé. Si certains, parmi les intellectuels de gauche surtout, force est de reconnaître, n'acceptent pas de dire ou de penser que cet événement est au-delà de toute essentialité prédéfinie, j'y reviendrai là-dessus, acceptons au moins d'attendre quelque peu avant d'expliquer, quand ce n'est pas de justifier ce qui s'est passé ce jour-là à l'aide de tel ou tel concept historique, catégorie politique, délimitation socio-économique, logique prédéterminée, schéma dominant-dominé, quel qu'il soit. L'événement singulier exige de nous une recherche sans catégorie préconçue, sans horizon préétabli, dirait Lévinas, une inappropriabilité de ce qui arrive. De quelle manière tout cela se traduira politiquement? Comment allons-nous nous réorienter désormais? Quel sera l'effet sur notre rapport aux idées, notions, représentations qui organisent généralement notre rapport aux politiques? L'identité, la nation, la souveraineté, la démocratie, le judaïsme, la région, le monde arabo-musulman, les Palestiniens, les autres, les nations, l'Europe, l'Amérique, l'universel. Nous pourrions tout aussi bien basculer dans le repli sur soi, dans le fantasme du retour au ghetto et l'exclusion sans condition de tout autre, auquel contribue grandement l'antisémitisme antiraciste, ambiant et délirant, dopé aux sciences sociales, où nous pouvons penser que rien n'est définitif et que la démocratie israélienne a suffisamment de ressources et de forces vives pour se reformuler, se réinventer pour elle-même, pour les Juifs et pour les autres aussi. Le sionisme continue de faire sens pour moi. Il fait sens pour tant d'Israéliens en Israël ou ailleurs, pour tant de Juifs en diaspora et pour quelques non-Juifs de tous bords politiques. Le sionisme continue aussi de faire sens au-delà des extrémismes qui se revendiquent de lui et au-delà des réappropriations et des détournements d'une certaine radicalité politique de droite ou de gauche, ceci dit, sans les mettre sur le même plan. Dans ce livre, alors je ne sais pas si je l'aurais écrit exactement de la même manière aujourd'hui, l'extrémisme celui de l'extrême droite israélienne ou évangéliste étant pour moi, dans ce livre, clairement plus menaçant et destructrice en Israël. D'ailleurs, le dernier des sionistes s'interroge bien plus sur la dérive droitière, religieuse et messianique d'un certain sionisme. Quant à l'extrême gauche européenne et américaine aujourd'hui, celle qui est apparue dans toute sa déconnexion avec la réalité des faits après le 7 octobre, de nombreux éléments devraient nous inquiéter. Le spectre de l'extermination des juifs sionistes est clairement affirmé, confirmé, répété dans l'espace public, sans scrupule, par ses soutiens, ses militants et parfois certains de ses dirigeants. Que celui-ci ne paraisse pas impossible,
qui ne soit plus un simple délire paranoïaque, une fabulation de vieux rescapés juifs, mais affirmé par la bouche de militants de gauche avec parfois l'appui d'éminents universitaires, fait froid dans le dos, tout autant que l'emploi par ces mêmes personnes du mot devenu banal de génocide pour caractériser ce qui se passe à Gaza. Je voudrais le dire ici sans détour. Il y a un sionisme qui ne soit pas un essentialisme ou un identitarisme ou un nationalisme de plus. Il m'arrive d'ailleurs de penser, surtout au contact avec les Européens, et au contact aussi parfois avec certains juifs de la diaspora, bien plus grégaires, les Européens et ces juifs de la diaspora, bien plus grégaires qu'on le dit. Que ce soit le sionisme, un des courants de la modernité juive, les moins essentialistes qui soient, et les moins essentialistes du judaïsme. De ce point de vue, il est le courant au sein de l'hétérogénéité infinie du monde juif, des 13 à 14 millions de juifs, qu'il est le plus exposé, ou qui expose le plus le juif à une possibilité d'être au-delà de tout déterminisme historique ou identitaire, de toute tentative de catégorisation ou de fixation. L'espace politique israélien, et c'est ça une de mes thèses, une des thèses du livre, l'espace politique israélien, pur produit du sionisme, porte toujours en lui une certaine charge explosive de l'identitarisme juif. Une manière toute particulière d'exposer les courants essentialistes du monde juif à leurs limites propres. Il n'y a pas un sionisme, tout le monde le sait, enfin, très peu le disent, mais il semble qu'il faille le rappeler désormais. Celui que j'essaie de retravailler, qu'il nous faut ressaisir aujourd'hui, s'engage dans un contexte très singulier. Les années Netanyahou et la destruction en règle des fondements démocratiques du sionisme, nous l'avons dit. L'éloignement de la Shoah et la disculpation à l'œuvre à l'égard de la destruction des Juifs, avec des cas, comment dire, complètement délirants de disculpation en Belgique ou dans d'autres pays. Le devenir du juif comme figure du colon occidental, summum de l'absurde et de la métamorphose délirante de l'antisémitisme. Un Proche-Orient tenté par l'islamisme et l'hégémonie iranienne. L'affaiblissement des États-Unis et de l'Occident post-national et le retour des souverainismes et des forces populistes. Le renforcement du partenariat de la Chine et de la Russie avec les pays du Sud, et donc du contournement de la puissance occidentale, un investissement massif de la Russie dans les partis populistes occidentaux et le développement sans précédent de l'islamisme à l'intérieur des sociétés occidentales. Tous ces phénomènes sont insuffisamment pris en compte quand ils ne sont pas impensés par des nouvelles humanités intersectionnelles obsédées et obnubilées par l'hégémonie blanche ou l'impérialisme américain. 500 000 morts en Syrie depuis 2011 et personne dans les rues. Combien de manifestations pour les Ouïghours persécutés par la Chine? Combien de manifestations pour les musulmans Rohingyas en Birmanie? En clair, la mort d'Arabes et de musulmans n'intéresse que lorsque les Juifs sont en cause. Le poète palestinien Mahmoud Darwish le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, s'adressant à la poétesse israélienne Elit Yeshurun, résume parfaitement la situation. L'intérêt pour la question palestinienne découle de l'intérêt pour la question juive. Si nous étions en guerre avec le Pakistan, personne n'aurait entendu parler de moi ou de nous. La naissance d'Israël a été travaillée par un passé catastrophique, par une infinité d'irréductibles spectres. Aujourd'hui, Israël est submergé par ceci. Ce pays est dès l'origine l'un des plus post-traumatiques au monde. Ceux qui pensaient parmi nous, et peut-être parmi les sionistes surtout, que cela pouvait se résorber en quelques années, se sont manifestement trompés.
Israël est un pays qui ne va toujours pas de soi. Il a dû se protéger dès le premier jour de son existence et il doit manifestement continuer de le faire. C'est éclatant de vérité pragmatique. Mais s'il continue à ne faire que cela, et de manière parfois aussi affolée, il risque de se détruire. À trop se protéger, à trop se définir et se déterminer par la sécurité, à en faire le seul horizon du politique, et ce, même si cet état de fait prend place dans la plus légitime des angoisses et des menaces, nous risquons de nous détruire. C'est une des thèses aussi du dernier des sionistes. D'ailleurs, les limites de la force apparaissent aussi après les 7 octobre dans toute leur éloquence. Cela va sans dire, mon sionisme est inquiet et empathique plutôt qu'un sioniste de l'inflation sécuritaire et du quant à soi identitaire. Par ailleurs, si Israël est fort, résistant, armé et même surarmé, il est aussi très fragile et très seul, fragile par les menaces extérieures et fragilisé de l'intérieur par l'affaiblissement de la démocratie et la division. Il est seul et en perte de soutien dans le monde. Dès lors, à long terme, il n'aura pas toujours la force de se battre pour exister. Les Palestiniens ont non seulement la force des faibles, des victimes, ce qui suffit pour plaire à beaucoup, ils sont soutenus par des puissances comme la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran et le Qatar. Ces régimes ont construit non seulement des systèmes idéologiques, mais affichent des ambitions politiques évidentes. Ils les mettent en œuvre à Hong Kong et à Taïwan, entre autres, pour la Chine, en Tchétchénie, Géorgie, en Crimée, en Ukraine, en Syrie et en Afrique, entre autres, pour la Russie, pour l'Iran, avec les milices de Gaza et du Liban jusqu'à l'Afghanistan, en passant par l'Irak. En ce qui concerne les ambitions turques, elles visent la Méditerranée orientale et menacent la Grèce aujourd'hui. Tout cela ressemble de plus en plus à une alliance idéologique et militaire orientée non seulement contre l'Occident, mais aussi contre la démocratie. On peut passer son temps comme Badiou, Balibar et autres intellectuels d'extrême gauche à soutenir que l'Occident n'a jamais été véritablement démocratique, mais constatons au moins ceci, ces régimes menacent pragmatiquement la liberté politique des démocraties actuellement. J'aurais pu aussi ajouter un autre penseur pas très intéressant, quant à moi, et qui s'appelle Lordon. Alors, je dis donc qu'ils sont soutenus par tous ces pays et bizarrement soutenus par l'extrême gauche mondiale, l'anti-américanisme américano-américain et les anciens pays colonisés qui, par un versement pervers des valeurs démocratiques et de l'idéologie antiraciste, les soutiennent, même quand ils sont dirigés par le Hamas, un des mouvements terroristes les plus violents et les plus riches du monde. Cette alliance a surtout triomphé à dépeindre les Israéliens et les Juifs, souvent sans nuance entre les deux, sous l'angle de la puissance, de la domination, de la colonisation et autre summum de l'aberration, de la blanchité. C'est tout de même étonnant, pour dire les choses ainsi, que le 7 octobre soit devenu un fait de gloire de la résistance palestinienne pour beaucoup de militants occidentaux d'extrême gauche. Au nom d'un anticolonialisme de pacotille sans aucune profondeur ou ancrage historique, dans le cas d'Israël tout particulièrement, les Juifs n'auraient aucun droit à la continuité historique par l'affirmation et le vécu national. Face à cette situation, il faut maintenant que nous, Israéliens, que les Israéliens, nous nous montrions face aux Palestiniens inventifs. Nous devons proposer de nouvelles solutions, d'autres formes de protection et de modèles de souveraineté qui prennent en compte nos nombreux échecs passés. Il faut imaginer des accommodements, des arrangements et des transactions afin de sortir des rigidités héritées de notre histoire et de nos négociations catastrophiques antérieures. C'est ma manière de repenser le concept de souveraineté auquel est attaché le sionisme, comme tout État-nation. Ma manière de repenser ce concept classique de la pensée politique comme ce qui ne se partage pas et comme ce droit de suspendre le droit. Celui-ci, comme ce qui se déploie entre ces deux propositions, doit absolument être questionné, examiné et critiqué. C'est dire aussi perdre de sa pureté.
de son indivisibilité, de son indépassabilité. Dans le contexte israélo-palestinien, peut-être plus qu'ailleurs. Et comme je crois, ça fait partie des grandes apories en question, comme je crois que ce concept demeure aussi légitime au vu de l'histoire du judaïsme, qu'il peut nous protéger comme aucun autre concept politique n'a pu le faire, de l'exil, de la persécution, de la folie antisémite, de l'assimilation, mais aussi du communautarisme, du grégarisme et de la théocratie qui peut venir après l'État-nation souverain en Israël, je crois qu'il n'est pas complètement mort ou désuet. Il ne s'agit jamais bêtement et simplement de dissoudre ce puissant concept qui organise encore nos vies politiques et les relations entre les États, et probablement qu'il continuera de le faire, tel que les choses se dessinent en ce moment en Europe, pour bien longtemps encore. Je suis donc favorable à un partage, à un renoncement à la souveraineté dans certaines limites. Israéliens et Palestiniens devront trouver des modalités de gestion communes. Par ailleurs, on ne pourra pas passer encore 100 ans à attendre de l'autre, des Palestiniens, des gestes qui ne viennent pas, à discuter infiniment des droits historiques des uns et des autres, surtout maintenant que tout le monde s'y est mis, à débattre de la question de la colonisation totalement incomprise dans ce contexte. Les Juifs seraient des colons parachutés dans la région, selon des discours antisionistes, parfois clairement antisémites, qui ne connaissent pas et ne souhaitent pas connaître l'histoire d'Israël. Il est urgent de résister à un état de guerre permanent. Seul le Hamas, parfois l'autorité palestinienne aussi, et Netanyahou et les siens en profitent. C'est une aubaine pour ces derniers qui veulent miner la démocratie. Comme qui vit de combattre un ennemi a intérêt qu'il survive, je cite évidemment Nietzsche. Il faut que l'on comprenne que les Juifs et les Palestiniens sont là pour rester. Certains fantasment encore le départ de l'autre. Ces fantasmes animent désormais clairement l'extrême gauche en Occident, selon laquelle le sionisme est un phénomène passager, les Israéliens étrangers à cette terre. Évidemment, ils devront comprendre que les Israéliens resteront, mais à nous aussi, Israéliens, de trouver des modus vivendi jamais expérimentés jusqu'ici. Ce que soutient aussi le dernier des sionistes, c'est que les Juifs disposent des outils et de l'expérience historique permettant de réinventer aussi la démocratie. Ma réflexion tourne autour d'une proposition paradoxale qui relate toute la complexité de cette réinvention. Évidemment, je m'inspire directement de Derrida. Je n'ai qu'un seul pays, un seul lieu au monde pour moi, juif. Je n'ai qu'une seule langue à moi. Je suis, disait Derrida, névrotiquement monolingue. À propos, lui, du français, je dirais, je suis névrotiquement attaché à Israël, mais ce pays n'est pas qu'à moi. Il ne m'appartient pas. Une langue, une terre n'appartiennent jamais. À personne d'ailleurs. À personne d'ailleurs. C'est sur ce fond, en général, que l'on doit construire des discours et des projets politiques. C'est sur ce fond d'appartenance des appartenances que l'on doit construire des solutions, des issues, des compromis, des arrangements et des accommodements politiques. Attention, Israéliens et Palestiniens, comme les Français, les Anglais, les Égyptiens, les Turcs ou les Tunisiens, pas plus que les Américains ou les Australiens, ne possèdent la terre ou la langue qu'à coup de fantasmes et de violence. Vous reconnaissez le monolinguisme de l'autre. Paradoxalement, le contexte catastrophique qui est le nôtre est peut-être mûr pour que la question de la souveraineté se pose autrement, entre autres. Par ailleurs, et ça, je reviens à ce que je disais, à ce que j'essayais d'élaborer dans le dernier des sionistes, dans la mesure où le sionisme a aussi des liens, des attaches avec le judaïsme, avec l'histoire du judaïsme, avec l'histoire de la terre d'Israël. La forme de l'État-nation n'est pas son dernier mot. En constituant une des tentatives pas toujours conscientes de penser le politique comme risque de l'infini.
inquiétude du pas encore, de l'inaccompli. Mon sionisme s'ouvre à une pensée juive de l'exil, sans le lyrisme de l'exil, insuffisamment affirmée dans et par le sionisme politique et historique. À partir de là, le sionisme que j'avance est un des espaces politiques où tout reste à jouer, avec et au cœur de tous les dilemmes de l'histoire occidentale et juive. J'essaie de réintroduire, en d'autres mots, dans le discours sioniste, un certain vécu exilique et le souvenir d'un rapport aux autres qui ne fut pas seulement catastrophique, il a été aussi le plus souvent catastrophique. D'éveiller la mémoire d'un certain détachement du lieu qui témoigne aussi d'une certaine expérience judaïque du politique. De rappeler la dimension de questionnement propre au sionisme, travaillée par l'étrangeté juive, avant tout fantasme et idéologie, de retour à l'origine. Malgré son apparente hégémonie, le sionisme demeure précaire et perfectible. C'est dans cette orientation que je m'inscris malgré les énormes dégâts de bientôt 15 années de gouvernance de Netanyahou, de son soutien aux ultranationalistes et aux ultra-orthodoxes et des violentes divisions qu'il a inscrites au cœur de la société israélienne pour mieux la dominer. C'est un sionisme, en d'autres mots, qui essaie autant que possible de travailler avec le contexte dans lequel il est né, celle d'une persécution sans pareil, contexte d'urgence et de profonde nécessité historique, un désir de souveraineté et d'autodétermination, c'est la définition minimale du sionisme, le droit à l'autodétermination des Juifs sur leur terre ancestrale, ce qui, de mon point de vue, n'exclut absolument pas, au contraire, le même droit accordé aux Palestiniens. Autodétermination aussi légitime que ceux de tous les peuples qui accèdent à l'autonomie, mais qui se méfieraient en même temps de l'abus que peuvent comporter ces deux nécessités. Le discours le plus commun du sionisme, et ça ne sert à rien de donner des noms ici, il y a énormément de représentants, d'ailleurs c'est probablement le courant majoritaire, voudrait que celui-ci, je cite les grands textes fondateurs, que celui-ci cherche à résoudre le problème juif. Expression que certains connaissent peut-être du 19e siècle et du début du 20e siècle. On parlait beaucoup du problème juif. Résoudre le problème juif, qui ne cesse manifestement de se transformer au-delà de la question juive et au-delà de ce qui serait la réponse sioniste. Or, si le sionisme se réduit uniquement à résoudre le problème de l'antisémitisme ou à constituer un simple refuge pour les Juifs, la difficulté à assurer ce refuge et, par exemple, on peut prendre cet exemple, les événements du 7 octobre tout particulièrement, serait la marque de son échec. Or, le sionisme constitue aussi une mise en question du judaïsme. C'est peut-être très peu connu, mais c'est un élément extrêmement important du sionisme. Le sionisme est une mise en question du judaïsme. Le sionisme est une mise en question de l'en-soi et du pour-soi juif diasporique. Et tout à la fois une réinscription dans l'historicité de l'histoire et une relance de l'expérience juive dans la modernité, dans le monde contemporain. Autrement dit, ayant affaire à la continuité de la question et de l'existence juive, il est en relation avec ce qui est trop grand pour une réponse simplement définitive et achevée. Il est affaire de politique dans tout ce qu'il a de limité, de conditionnel, mais aussi d'incertain, de problématique dans les bons et mauvais sens du terme. Autrement dit, le sionisme que je défends cherche à déplacer le questionnement en dehors de cette dialectique du problème et de sa solution. Ce déplacement est pour moi ancré dans une certaine expérience judaïque. Je pense qu'il est nécessaire de repenser ces catégories de problèmes et de solutions et leur pertinence sans simplement les condamner à la fois par rapport à l'histoire singulière du judaïsme et par rapport à l'histoire de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme. Enfin, par rapport à l'idée du retour en terre d'Israël. C'est peut-être cela aussi une des tâches du sionisme, donner au judaïsme expérience historique et culture, sa politique.
le retour devrait aussi être pensé en dehors des catégories du chez-soi, en dehors des catégories de l'appartenance et de la propriété et de l'identité originaire. Il s'agit d'une mise en question antérieure à toute dialectique du problème et de sa résolution. La question juive est trop imposante et trop complexe pour qu'on lui octroie une simple réponse, une simple solution, qu'elle soit ontothéologique, idéologique ou identitaire. Cette question juive, celle qui est posée quant à la judéité et celle qui est posée par la judéité, ne signifie pas seulement le défaut d'une réponse théologique ou encore l'insuffisance de l'identité et les pensées de ce qui excède la pensée. Ainsi, le sionisme, n'en déplaise à certains, rejoue tous les dilemmes de la singularité juive dans l'histoire. Puisque la judéité n'est ni simplement peuple, ni simplement religion, ni simplement théologie, ni nationale, ni particulariste, ni universaliste, elle est à la fois tout cela et autrement. Tout cela et plus encore. Tout cela et tout ce qui reste à venir. Cela veut dire aussi que l'on revendiquera et se revendiquera de toutes ces déterminations, des plus banales aux plus métaphysiques, mais elles ne sauront jamais l'épuiser. La judéité ne s'épuisera dans aucune apparition historique, aucune détermination théologique. Elle ne saura s'épuiser ni dans ses propres déterminations de soi, ni dans celles de l'autre, le regard du non-juif. L'espace sioniste devra prendre en compte l'être en excès du judaïsme. Il faut le dire, le sionisme, et il y a beaucoup d'auteurs là aussi auxquels je me réfère, ne met pas fin à la sensibilité exilique du monde juif. Conscience exilique ici au sens d'étrangeté au monde. C'est dire qu'il ne réussira probablement jamais à dépouiller le juif de son rapport à l'altérité du monde, à sa non-adéquation au monde. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Ces altérités irréductibles, évidemment, qui ont causé une grande part de la suspicion et du ressentiment antisémite dans l'histoire, faut-il le rappeler. Mais ce n'est pas pour autant que le judaïsme est condamné à errer sans amarre et sans lien hors sol, ou qu'il devra reprendre tôt ou tard les chemins de l'exil. C'est plus clairement qu'il lui reste à penser à travailler politiquement, c'est toute ma thèse, politiquement sans rapport d'étrangèreté au lieu, dans et au cœur du lieu qu'il a vu accéder à la chose politique. Je veux dire la terre d'Israël, et auquel il est resté attaché, dans lesquels il n'a cessé de vivre. Pas un moment de l'histoire sans une présence juive sur cette terre, appelons-la terre d'Israël ou Palestine, peu importe. Qu'il n'a jamais cessé d'y retourner. 12e, 13e, 14e, 15e, 16e siècle, des grandes tentatives de retour en terre d'Israël, comme disent les Juifs. Et au cœur du lieu qu'il a rêvé depuis toujours. De façon très sommaire, nous pouvons dire que ce que l'on nomme Israël, l'espace politique inauguré par le sionisme, ce n'est pas seulement l'affirmation d'une religion millénaire reconnue ou est organisée théologiquement, d'une culture identifiable, d'une nation clairement établie et d'une langue distincte et évidente qui se rassemblerait en une identité ontologiquement déterminée. C'est aussi, et peut-être surtout, et je pense que ça fait partie des grandes difficultés de tout ce qui est en train de la difficulté à laquelle nous faisons face en ce moment, c'est aussi et peut-être surtout un tourment de questionnement. C'est un tourment de questionnement infini, un mouvement cherchant à excéder toujours les lieux de l'affirmation de soi, les lieux du pur, du propre et de l'appropriation. C'est-à-dire que c'est l'inauguration d'un espace de dilemme, de zone trouble et l'éveil d'aporie dans le très bon sens du terme. La politique consiste aussi à voir dans les apories du politique, de l'identité du religieux, des lieux d'invention. Si l'on doit encore parler en termes d'accomplissement et de réalisation pour Israël, ils se tiennent quelque part dans l'inachevé, pour parler comme Jean Kelevitch, et seraient surtout à venir. Il ne ressemble à rien qui aurait déjà été entièrement incarné dans son histoire. C'est-à-dire qu'il ne ressemblerait à aucune figure historique particulière. Avec le sionisme,
de nouveaux enjeux sociopolitiques, économiques et théologiques émergent pour le monde juif. Pendant les années qui ont suivi la création de l'État, les Israéliens se sont occupés de survie. Menacés encore aujourd'hui, ils doivent entrer activement dans le concept du politique et s'exposer aux problématiques qui façonnent l'espace public israélien. Je pense évidemment au rôle de l'identité nationale en démocratie, à la définition de ce que constitue un peuple à l'aune de la rencontre de différentes communautés nationales et religieuses, à la nécessité d'une sécularisation plus ou moins active dans la construction d'une démocratie juste et égalitaire, le statut de la femme, des minorités, des non-citoyens, du genre, mais aussi et aujourd'hui plus que jamais la proposition de solutions à la situation dramatique des Palestiniens. Autrement dit, le monde juif ne s'est jamais occupé de ces questions. Il n'y a que l'espace sioniste qui oblige le monde juif, la loi juive, les textes du judaïsme à penser ces questions politiques-là. Jusqu'ici, le monde juif a été confronté de manière aussi brutale. Jusqu'ici, le monde juif n'a pas été provoqué, n'a pas été confronté de manière aussi brutale en relations compliquées entre judaïsme, tradition, texte religieux, expérience historique et démocratie, entre judaïsme soi-disant originaire ou fondamental et démocratie, dans la mesure où le judaïsme en tant que tel, en lui-même, tel qu'il serait soi-disant toujours déjà, ça n'existe pas. Il est bel et bien compatible avec la démocratie, avec certaines modalités de sécularisation. Mais il faut commencer par expliquer pourquoi l'originarité de celui-ci n'existe pas. Cette démocratisation s'impose pour toute société moderne, hétérogène, multiple. Ainsi, il est évident qu'il demeure impossible de fonder un État moderne sans endosser une forme de sécularisation et donc sans une confrontation effective avec les dilemmes de la vie commune. Ma réflexion se tient au bord du langage politique habituel et résolutif. Il considère que l'expérience sioniste demeure nécessaire à l'ouverture et à la réouverture d'une profonde réinterrogation du judaïsme entendu comme religion, histoire, culture, théologie, langue, nation, foi, révélation religieuse et héritage. Car le judaïsme est évidemment tout cela. Il parle le langage de l'être et de l'immanence, du réel politique et du besoin de sécurité, de l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé physiquement et moralement, comme toute autre civilisation, mais aussi, peut-être, promet-il, c'est la grande question, au-delà de ses déterminations. Il est travaillé par l'ailleurs, un ailleurs détestable pour les uns et les autres, parfois détesté par les Juifs eux-mêmes, souvent ceux qui passent leur temps à parler en son nom, un ailleurs aimé, entre guillemets, pour toutes les mauvaises raisons du monde par l'extrême gauche antisioniste et indigéniste. On aime beaucoup les Juifs quand ils sont ailleurs. Cette extrême gauche antisioniste et indigéniste aimerait apparemment le Juif ailleurs qu'en Israël, aimerait le Juif éternelle victime, éternel expulsé, éternel exécré. Je disais donc, travailler par l'ailleurs comme rapport à l'infini qui doit être interrogé avec beaucoup de courage et de vigilance critique et politique, dont au cœur du sionisme même. Ce qui signifie ceci, le projet sioniste dans sa vocation à résoudre la question juive et à normaliser, c'est les deux concepts qui organisaient le discours dominant des premiers sionistes, comme on dit aujourd'hui, dans sa vocation à résoudre et à normaliser la condition juive, la situation des Juifs dans l'histoire, terme donc de normalisation sur lequel le dernier des sionistes revient afin d'étudier les plis et à la fois prometteurs et appauvrissants qui s'y cachent, le projet sioniste libère un espace de questionnement inédit et imprévisible pour penser cette logique de la résolution. Si ce livre rappelait que l'histoire juive a été largement déterminée par le vécu diasporique et le regard pesant, écrasant du non-juif, il cherche à penser que le sionisme ne saurait simplement se réduire à être le contre-modèle du vécu diasporique, bien que cela ait été une idée dominante du sionisme
pour toutes les bonnes raisons du monde. Quelque chose s'ouvre et se referme en Israël tous les jours. Les lignes oppositionnelles et conventionnelles, singulier, universel, nation, religion, démocratie, théocratie, homme, femme, indigène, étranger, judaïsme universel, sont bousculées, interrogées, interpellées, sollicitées de part et d'autre. Au lieu de répéter des slogans identitaires et catégorisants, qu'ils soient nationalistes ou messianiques dans le mauvais sens du terme du côté israélien, ou postcoloniaux intersectionnels de l'autre côté. Ne vaudrait-il pas mieux se mettre à l'écoute de la complexité et écouter l'espace trouble et troublé, questionnant qui s'ouvre avec Israël? Il faudrait maintenant s'intéresser comme peu ne semble véritablement le faire au sein d'une certaine intelligentsia israélienne ou pas d'ailleurs, enfermés que nous sommes encore ici dans la dichotomie post-sionisme, sionisme nationaliste, anti-sionisme. Il faudrait s'intéresser à ce qu'Israël a fait, a pu faire, et je l'espère continue de faire au judaïsme traditionnel, au judaïsme religieux, au judaïsme orthodoxe, à la tentation identitaire, à la difficilement évitable tentation du repli, et donc à ce qu'il a pu faire à un certain communautarisme face à sa propre tentation nationaliste. Ce livre, donc, tentait de rappeler la méfiance proprement israélienne, proprement sioniste, à l'égard de l'authenticité juive. Ou, en tout cas, du monde juif traditionnel. Je reconnais que cette méfiance est aujourd'hui quelque peu maltraitée et délaissée dans le discours public israélien, voire sioniste, si vous voulez. Nous devons, nous, Israéliens, réapprendre à le cultiver, mais une certaine orthodoxie, un certain sionisme religieux, pour ne prendre que ces exemples, s'affirme sur fond de l'affaiblissement des fondements du sionisme, ce qu'on ne sait pas du tout en Europe. Il faut donc réapprendre à cultiver cette méfiance, sans oublier que l'effondrement ou la critique en règle des concepts fondamentaux du sionisme peuvent donner lieu à une affirmation identitaire, célébrant l'authenticité juive et un soi-disant retour à nous-mêmes. Israël pratique aussi de manière oblique et indirecte, diraient certains, parfois malgré lui, diraient d'autres, une sorte d'arrachement à la quête des identités d'appartenance. Cet arrachement serait peut-être une des grandes tâches de ce que nous nommerions la déconstruction sioniste du sionisme aujourd'hui. Peut-être un dernier mot pour finir, parce que je vois que nous arrivons à la fin. Peut-être un mot quand même qui me paraît important. Les Israéliens vivent encore et toujours dans une autre temporalité que celle de l'Occident. Les Israéliens font régulièrement une certaine expérience de la mort des Israéliens, la mort des autres, la mort des Palestiniens, évidemment. Elle est permanente, elle est partout. Les Israéliens ont une expérience des abris, de la disparition, de l'expression meurtrie sur le visage de l'autre, expérience unique de la haine et de l'indifférence du monde, expérience unique de l'impossible dérobade à sa condition, expérience de la survie, expérience insubstituable de la persévérance dans l'existence. Tout cela se ramènerait probablement à ce qui demeure le plus difficile à penser pour les uns et pour les autres, juifs et non-juifs, l'affection par la démesure, exposition à la cassure, à la blessure, que l'on ne peut ramener à une énième modalité de la reconstitution du soi dans l'expérience ou dans l'identité. Un jeune Européen ou Américain ne vit plus de grandes épreuves historiques. Ce n'est pas un bien ou un mal, c'est ainsi. Un enfant européen n'entend pas ou plus ces phrases qui résonnent aux oreilles de tout enfant israélien. Papa est parti cette nuit, qui te prendra à l'armée? Ou tu as 1 minute pour courir à l'abri. Nous vivons l'expérience de la perte sanguine tous les jours. Ces expériences résonnent aux oreilles de tous les Israéliens, pas uniquement parce que nous sommes entourés d'ennemis, mais aussi parce que nous sommes dans le présent de l'histoire, parfois enfermés et traumatisés par ce présent. Nous n'avons ni le luxe ni le pouvoir de la distance et de l'indifférence. Nous sommes hantés. Là où l'Européen ne conçoit pas que se défendre fait pleinement sens, l'Israélien ne peut faire sans. On a beau avoir questionné dans les universités israéliennes et ailleurs
ce discours de la légitimité de l'autodéfense, des frontières, du chez-soi, de la souveraineté, ça résonne encore et toujours. La vision du tout moral de l'Europe et de certains intellectuels européens, le regard anti-israélien est bien au-dessous de la complexité de l'histoire et de la singularité des événements. En Occident, on est effrayé aujourd'hui d'avance par les ravages possibles dans les consciences d'une image quelque peu tragique, pour ne rien dire d'une image catastrophique. Un dernier mot sur l'audience dont jouissent les tenants du tout moral en Occident aujourd'hui. Ils flattent en chacun le désir d'éviter à tout prix la guerre, le versement insupportable de sang, ou pire encore, ils se flattent de croire que le conflit peut être simplement soluble dans des réformes socio-économiques et politiques. En somme, on nous détesterait pour ce qu'on fait à Gaza et jamais pour ce que nous sommes. C'est l'idée que la violence n'est toujours qu'une sorte de malentendu qu'on pourrait dissiper à coups de gestes bienveillants. Que le projet ultra-expansionniste islamique et la haine du prédécesseur juif disparaîtra avec le sionisme. Que l'hostilité arabo-musulmane, ou occidentale d'ailleurs, à l'égard des juifs aurait commencé avec l'État d'Israël. Tout cela est non seulement illusoire, mais pervers et si dénigrant pour la complexité du vécu juif. L'idée que l'antisémitisme s'expliquerait par le sionisme développé par l'extrême gauche mondiale et parfois aussi israélienne est sidérant. Le dernier des sionistes, et je terminerai là-dessus, est un livre inquiet, d'une inquiétude où s'interroge une interrogation inconvertible en réponse, une inquiétude où, si l'on peut et doit parler de réponse, c'est quand elle s'invertit en responsabilité du questionnaire. C'est là que se joue le passage au plan éthico-politique, trop souvent confondu aujourd'hui, et je nommerai pas les philosophes qui le font, avec le tout moral. Je m'exprime en tant que citoyen et philosophe, citoyen concerné et engagé au plus haut point, et philosophe sans principe téléologique donné ou déterminé d'avance, philosophe exposé à la catastrophe historique dans sa singularité, jamais simplement surmontable. Il est évident que la démocratie est un combat perpétuel. La démocratie sioniste devrait l'être tout autant, sinon plus encore. Elle ne peut jamais se permettre de normaliser le passé ou d'avoir un horizon d'anticipation depuis lequel approcher ce qui vient. Comme la démocratie dans sa définition même, le régime politique d'Israël n'est pas définitif. Il doit être pensé, travaillé, remodelé et réinventé en permanence, d'autant plus parce qu'il a aussi affaire à la judéité et à l'expérience juive. Cela peut nous rendre confiance en avenir malgré tous les événements catastrophiques et nous pousser à l'action et à l'engagement. La formule qui organise l'expérience démocratique serait peut-être « rien n'est encore joué », rien n'est définitif, destinalement ou ontothéologiquement déterminé. Cela constitue le cœur de la démocratie et sa fragilité. Certes, l'avenir démocratique s'avère de plus en plus incertain, voire compromis en Israël, mais rien n'est jamais définitivement fixé. Ce livre, donc, a été inspiré par le besoin de l'émergence d'un sujet politique israélien éveillé, questionnant et combatif. Il se dresse contre l'extrême droite, très puissante en Israël aujourd'hui, convaincu que tout a été joué et que nous n'avons qu'à revenir à nous-mêmes et ce que nous serions, et contre l'extrême gauche, convaincu que le combat est perdu. Cette extrême gauche, d'ailleurs l'israélienne aussi, est persuadée que l'extrême droite a gagné et refuse de se battre en disant que le sionisme est coupable de l'animosité qu'il inspire. Elle tente de montrer le Hamas et l'ultranationalisme palestinien sous un profil avantageux. Quant à moi, autant je déconstruis le sionisme, autant je milite pour lui.